Ladies and gentlemen, thank you for coming to this session. As you can see, our task in this next hour is to talk about law enforcement and the use of social media. It's a very important issue. It's one that's very topical. It impacts particularly, it seems to me, on young people, but it's a problem that cuts across all ages. It's not just to do with young people, but we hear a lot about it in the press. So it is an important issue, and it's something that I'm really very pleased that we've had the opportunity of bringing to this meeting. Our colleagues on the dais here are all experts in the area. They're all really keen to talk to you about things, and I'm going to introduce them by name and then ask if they would like to just say a little bit about who they are, and then we will make brief presentations. At the end of the presentations and after perhaps some discussion, I do hope that you, the audience, will feel able to join in with us. This is not a room for easy participation, is it? But if we try hard, we can participate, I'm sure. So I do hope that after we've made the presentations, we can have a lively discussion about these issues. So if I may I introduce our first speaker, Isabelle Meslier. Bonjour, je suis heureuse de participer à cet événement. Je me présente, je suis Isabelle Meslier, je suis commandante de police, chargée de mission innovation à la préfecture de police, plus particulièrement en charge des projets européens liés au big data. Je vais donc vous parler de l'utilisation des médias sociaux dans le cadre du maintien de l'ordre, sujet de la table ronde. Pour la préfecture de police, le maintien de l'ordre est avant tout un exercice de protection de la population. Il faut savoir qu'en moyenne, la préfecture de police gère 5200 événements de grande envergure par an, dont 1600 manifestations d'ordre revendicatif. On se pose la question aujourd'hui de savoir comment utiliser ces moyens sociaux, ces médias sociaux, comme moyens supplémentaires et non pas comme unique moyen de communiquer avec la population. On considère que le citoyen doit être aussi acteur de sa propre sécurité, qui est le citoyen collaboratif au sens anglo-saxon du terme. Les enjeux sont donc techniques, organisationnels, juridiques, et principalement liés à la qualité de la communication que nous allons faire passer. Bien évidemment, les attentats de 2015 et ceux dernièrement du 22 mars à Bruxelles ont montré le fort impact des médias sociaux, autant pour diffuser l'information que pour gérer les informations entre les citoyens concernés par l'événement. Donc avant l'événement, aujourd'hui, chaque personne, grâce aux médias sociaux, peut s'improviser organisateur d'une manifestation. À Paris, un certain nombre de règles vont avec l'organisation de la manifestation, même si la liberté est de règle. Donc, il est important pour nous de pouvoir identifier celui qui propose de lancer une manifestation et de pouvoir organiser avec lui un certain nombre de choses pour simplement assurer la liberté et la sécurité des gens qui vont participer à la manifestation et des gens autour, c'est-à-dire déterminer un parcours, déterminer un service d'ordre interne à la manifestation et éventuellement travailler avec eux sur des issues en cas de problème. Cette veille, nous l'organisons aussi sur les médias sociaux de manière à pouvoir informer les participants potentiels et en authentifiant nos messages de manière à ce qu'ils soient certains que si on leur demande de prendre des mesures de précaution, que ce ne soit pas une fausse information, mais une information relevant vraiment de la préfecture de police. Une fois l'événement en cours, il s'agit d'alerter en direct et d'informer en direct les manifestants, ce que l'on fait soit par des contacts directs, soit par un mégaphone, soit par les médias sociaux, pour leur faire connaître éventuellement la nécessité de se disperser parce qu'il y a des incidents en cours, ou de connaître des voies d'issue si la manifestation aboutit soit à une place qui est bondée de monde ou pour éviter les risques d'incidents et de bousculades.
on est en train de monter une expérimentation avec une petite application qu'on intégrerait à différents médias sociaux qui, en fonction de la géolocalisation collaborative des gens, leur permettrait de recevoir un message s'ils se sentent concernés par la manifestation. Par exemple, tout simplement, faire connaître à une famille qui veut aller faire du vélo à des enfants qu'une manifestation est en cours place de la Nation et qu'il y a eu dispersion de gaz lacrymogène, ce qui n'est pas bon pour les enfants. Il s'agit également de détecter et de répondre rapidement à toutes les rumeurs qui se diffusent sur les médias sociaux. On connaît tous la viralité des messages et surtout des mauvais messages, et il faut qu'on adapte la communication en fonction de ce qui circule. Pour ça, également, utiliser les informations qui circulent entre les citoyens. Et la nouvelle application qui a fait un buzz avec la nuit debout à République, qui est Periscope, nous montre qu'il y a nécessité de suivre en direct les médias sociaux pour la police en particulier. On l'a vu, les médias sociaux sont le tribunal de l'opinion publique et l'image de la police, des forces de l'ordre dans les médias sociaux peut très vite se révéler désastreuse si la communication n'est pas bonne ou s'il n'y a pas un emploi adapté à l'éthique et à la déontologie. On l'a vu, un certain nombre de bad buzz ont eu lieu ces derniers temps lors des manifestations qui ont eu lieu dans le cadre de la loi contre le travail. Gérer le bad buzz et la désinformation, c'est réagir très vite. J'accélère, pardon. C'est éviter également une utilisation détournée. Bon, ça, c'est les trolls dont on a tous l'habitude pour ceux qui vont sur les réseaux sociaux, excusez-moi. L'exemple du bad buzz, c'est un exemple un peu plus lointain, mais c'est le déraillement du train à Brétigny-sur-Orge, où il y a eu également énormément de fausses rumeurs, et on a mis beaucoup de temps à rétablir un certain nombre de vérités. C'est également des actions de communication un petit peu imprudentes qui ont été rapidement détournées de leur but premier. Donc pour ça, aujourd'hui, on est relativement encore démunis et on est en train de mettre en place une nouvelle organisation, excusez-moi, pour prendre en compte ce nouveau vecteur de communication qui n'est pas l'unique vecteur de communication. Il faut que les forces de l'ordre, particulièrement la police nationale et la préfecture de police, aient une vraie stratégie pour investir et intégrer les médias sociaux et pas attendre la crise pour intervenir. Thank you, Isabelle. I think that's you've served very well to introduce the area to us, and I think one of the things that struck me in what you said is that we so often hear about the negative role of social media, but there is clearly a positive role about giving out information and informing people. I don't use social media at all, except to do with road movements and traffic problems and so on, and then you get a lot of information about it. So there's a positive and a negative side there. May I introduce our second speaker, Stefan Schmoll. Hello. Thank you, Max. So my name is Stefan Schmoll. I'm the CEO of Devryware, who is a small company, but 13-year-old, 85 people, 14 million euro turnover. So a bit involved in social media and based on geolocation, real-time geolocation. So what we would like to tell here and today is that when we have been asked to talk about this session, the title at this time was Law and Order and the Social Media. So law enforcement is the broader thing than law and order. So regarding law and order, there are different aspects in which this country, France, here, for which we can testify, has a long experience, centuries of experience in maintaining law and order, and also a long experience in facing some disasters. I mean, natural disasters, of course, of many kinds. And by the way, there was this morning in France, in Western France, an earthquake. Did you know that? It's not very common. Industrial disasters, such as factory explosions and other hazards of this type. And also, of course, alas, some terrorist attacks, just to mention those type of risks that we face every day.
So this country has decided that the classical means of communication between the public people and the authorities were now totally insufficient for the reason that Isabelle has explained, that things go much faster now with the social media. And to some extent, the authorities cannot lag behind the people in terms of communication, and it's very, very important, especially because of rumors and everything. So they have decided to modernize their system to talk and communicate with and from people by using some new social media technologies, such as the social networks and the smartphones. Until now, these countries, as many others, was using mainly sirens and classical media broadcasting through TV, radio, and so on, which is now still used, but becoming not enough powerful to face social media in their speed. So social law and order has two main issues. One is static, which is about confining people in a given place where things happen, and making sure that the crowd is safe, so that it's part of the police and authorities' mission to keep them safe and to avoid some panic, some trampling underfoot or other such issues. And also in case a given place has to be evacuated, to make sure people can be told how to evacuate, where to evacuate, what to do, what not to do, to avoid the different types of danger that they can face. And of course, at the end of the day, to avoid casualties and other damages to property or to infrastructure. One of the drawbacks of the current social media, especially the social networks, is that they don't take into account where people are, the geolocation of the people who are involved in the crisis that needs the law and order to be maintained. So that the outgoing messages from the networks are very seldomly geolocated, and when you want to use the downgoing channel to speak to people, to tell them what to do or not to do, you cannot broadcast that in the whole countries or anywhere, because it could lead to some panics or misunderstandings. So one of the needs is to send the messages to a given area, a very precise area that could be a cycle, a polygon, or whatever of any type. So that's the good news, that the outcome of the smartphones has made possible to include the location of the smartphone owners with the geo-messaging, as it is called, that allows to focus, to reduce the broadcasting of the information to a given area. And it has plenty of other advantages. I will just mention a few. First, of course, you can limitate the messages to the danger area or surrounding or peripheral areas, which is interesting, because sometimes the peripheral areas around the problematic area is a different behavior to be followed. Second, you have the information on counting how many people are in this crowd, in this area that you need to evacuate or whatever, and you can visualize the density of the crowd and the movement of the crowd when it starts moving. It also allows to exchange rich information, which means not only text, but also pictures, videos, voice, anything that could be understood by people, and also translated either manually, either automatically. There are technologies for that, including in this forum, that allows to translate the information when it is text into the language of the smartphone of the owner. So if there are tourists from other countries, for instance, which is very often the case in countries like France, which is the first touristic country in the world, you have to warn them and to tell them what to do in their language automatically. That's a big need, otherwise there could be some panics. And also when people upload messages to the authorities, you need to be able to understand what they say, if it's they speak or write in their own language.
On top of that, there are many instances, including recently in Belgium, for instance, and in other cases, where the classical telephone networks are saturated in case of a crisis, so that it's very difficult to maintain law and order if you cannot take messages or calls from people to the calling centers, or if you cannot answer and deal with people. Not only the telephone network is sometimes saturated, but when it's not, the call centers, the emergency call centers may be saturated when there are hundreds of thousands of people involved in the crisis. So with the IP communications based on the mobile web, usually we experience and show that there is no such saturation of the data channel, so that there can be messages, pictures, and also voice on IP, of course, passed over to the authorities, and there are programs at the European level to take that into account. These programs has been inspired by what happened in the States in the past crisis of the past decade, and are trying now to develop that in Europe through cooperating project, aiming to automatically dispatch the emergency calls from the public to the right call centers, either for police, firefighters, or medical aids, in order to bring rescue to the right people in the right place, in the right time, as soon as possible, whatever the type of emergency, and based on the location and the language of the people that need to be rescued. And also there are some cooperative programs to explain how law and order can be used with social media, combined to CCTV camera systems monitoring the city, for instance, or specific premises, to be able to servo control the camera to point to aim directly to the place where the emergency comes or the danger comes, and also to direct the right message to private or public security agents who are within the crowd, to be able to tell them what to do to help maintain order within the crowd based on their location in the crowd. These are a few examples of things, new things that can be achieved by combining social media for the sake of law and order management. And I will answer the question later, I guess. Thank you very much. And our third speaker is Stéphane Duguin. Stéphane. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Stéphane Duguin. Je travaille à Europol, non pas au AEC3 comme indiqué au-dessus de ma tête, mais au Centre européen antiterroriste qui vient d'être monté à Europol depuis le début de l'année. J'étais au préalable chef de cabinet au Centre européen anti-cyber, donc c'est un sujet que je peux également couvrir au cas où il y a des questions sur ce sujet. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui ce qui est compris à Europol et ce qui est vu sur les tendances d'utilisation des outils de communication Internet, spécifiquement des réseaux sociaux, par les groupes terroristes. Donc clairement sur un aspect propagande, non pas un aspect communication, préparation d'attaque, etc., mais plutôt partage avec vous ce que nous voyons au niveau de la propagande. Donc quelques définitions. On parle d'Internet, toujours compliqué de définir selon qu'on le voit sous l'angle social, sous l'angle politique, sous l'angle du partage, mais ce dont il ressort des définitions, c'est plutôt du partage, c'est plutôt de la liberté, c'est plutôt de la démocratie. Je vous citerai une communication de Al-Fajr en 2011 qui dit que pour eux, Internet est un champ de bataille pour le djihad. Donc Al-Fajr étant à l'époque, en 2011, un des médias centralisés principalement utilisés par le réseau Al-Qaïda. Donc comment le message a évolué depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Déjà, le message a évolué à travers des événements clés et importants. Après la mort d'Oussama Ben Laden, le djihad est passé en djihad individuel avec une obligation pour les suivants des groupes terroristes de pratiquer des attaques là où ils se trouvent, et évidemment dans les pays de l'Ouest, pour pouvoir cibler des cibles civiles. Ensuite, ce qui s'est passé en Syrie et également les printemps arabes et un changement du territoire faisant en sorte que des groupes terroristes ayant un contrôle de territoire puissent appeler des combattants à venir les rejoindre
et leur imposer ce voyage comme étant un devoir de combattants armés. Et enfin, donc, l'explosion des réseaux sociaux qui a changé la centralisation du message de ces groupes terroristes vers une décentralisation. Qu'est-ce que nous voyons maintenant comme deux grands groupes de messages entre Al-Qaïda ou Daesh? Al-Qaïda est toujours dans le djihad individuel, donc des attaques à faire dans les pays de l'Ouest, où plutôt Daesh se tourne vers ce djihad individuel, mais également l'appel au voyage. Le message est important de dire, si vous êtes un musulman, si vous croyez en les valeurs que Daesh met en avant, vous devez de voyager en terre sainte de l'islam où nous l'avons créé, étant Daesh. Et si vous ne le faites pas, vous vous mettez en situation d'être un ennemi également de Daesh. Donc votre seul, je dirais, échappatoire est de mener une attaque exactement là où vous êtes. Donc c'est important de comprendre cette différence de message entre les deux réseaux et qui a suivi également une différence d'outils utilisés pour diffuser le message. Il y a encore quelques années, l'outil était très centralisé. Il y avait des centres de médias qui diffusaient les messages ou qui entérinaient les messages créés. Et cela, avec l'avènement du réseau social, a bougé sur un système qui était un système de comptes sur des réseaux sociaux, mais de comptes quand même avec des liens qui pouvaient emmener et faire accéder la propagande à qui voulait la trouver. Maintenant, on est moins sur un système de réseau de comptes que sur un système de réseau de contenu. La façon dont les réseaux sociaux sont utilisés, on est plus sur une nouvelle pièce de propagande est disponible. Elle se doit d'être mise en ligne et de devenir virale le plus rapidement possible. La technique, c'est de la publier au travers d'une simultanéité de comptes qui n'ont pas vraiment de relation les uns avec les autres. Donc très rapidement, en gros volume, et sans qu'il y ait un réseau clairement identifié derrière, et pas sur une seule plateforme, mais sur une multitude de plateformes. Donc c'est ce qu'on observe pour l'instant. Important pour comprendre ce phénomène, c'est non seulement la technicité de propagation, mais également l'audience. Donc l'audience se retrouve dans les buts. Les buts, c'est la radicalisation, c'est de promouvoir la violence et de la justifier, et également donc, de propager la peur. L'audience est beaucoup liée aux méthodes de narration, où on est sur un message pour Daesh très manichéen, le bien, le mal, le fidèle, l'infidèle. Donc on est sur du salafisme vraiment binaire. Et donc l'audience est une audience à qui on va offrir quelque chose de très simple, de très accessible, de très facile à consommer. Et vous le retrouvez dans la méthodologie utilisée pour communiquer. Des vidéos courtes, une voix de narrateur très charismatique, un montage serré comme une bande-annonce de film hollywoodien ou de AAA du jeu vidéo. Donc l'audience qui est ciblée par exemple par Daesh est différente que l'audience un peu ciblée par l'État islamique dans le sens où le message est beaucoup plus simpliste. Donc une audience plus jeune et pas forcément une audience de personnes dont la connaissance religieuse est très grande. Et on voit sur les recherches qui sont faites sur les combattants étrangers que le nombre de convertis est extrêmement important. Audience également spécifique pour Daesh, utilisation des réseaux sociaux pour cela, c'est ne pas nier la possibilité d'attirer des femmes. Donc des femmes ou pour le voyage en zone dite sainte ou des femmes pour être entraînées au combat dans les zones en question. Quelle méthodologie utiliser également sur le message? Le fait que le message soit ciblé. On n'envoie pas un message générique pour tout le monde. Après les attaques en Belgique ou les attaques en France, des messages étaient spécifiquement créés dans la langue du pays touché. Donc des messages en français ou des messages en flamand, en plus des messages en arabe. Donc la propagande est vraiment ciblée. Prenant cela en compte, quelle réponse? Donc à Europol, nous avons créé le Centre européen antiterrorisme. À l'intérieur du Centre européen antiterrorisme, donc l'unité que je commande, qui est une unité donc, de veille sur la propagande et d'abord d'analyse des vecteurs de propagande de l'audience que je viens de vous expliquer, mais également la possibilité d'essayer de se mettre dans un temps qui est un temps intéressant par rapport à la vitesse de la propagande. Si vous voulez tenter de vous mettre en opposition avec ce phénomène de propagande, vous devez être très rapide sur la toile. Les contenus, comme je vous l'ai expliqué, sont publiés
rapidement, à travers de nombreux comptes, à travers de nombreuses plateformes. Et le temps que vous puissiez créer la cartographie de ce qui se passe, ce contenu est déjà obsolète et une nouvelle vidéo, une nouvelle publication va prendre la place. Donc comment est-ce que l'on s'organise? On met en place des systèmes de veille. Et lorsque l'on voit cette propagande donc, devenir virale, on entre en contact directement avec les hébergeurs, donc les grands fournisseurs de services Internet, en leur disant voilà, de notre évaluation professionnelle, il nous semble que votre plateforme est utilisée pour véhiculer cette propagande. À vous d'en faire ce que vous voulez, mais il semble que ceci est contre vos conditions générales d'utilisation. Donc ce système, qui est un système volontariste de n'est pas du tout un système où on leur donne un ordre, c'est un système où on leur donne une information. Et on leur dit voilà ce que l'on voit, et cela s'inscrit dans ce schéma de propagande de ce groupe armé que nous connaissons, et on leur donne du contexte. Parce que dans ce sujet, ce qui est clé, c'est le contexte. Vous ne pouvez pas évaluer une vidéo, par exemple, de propagande comme étant quelque chose de, par défaut, condamnable ou à retirer de l'Internet. Cette vidéo peut très bien être postée par un journaliste qui, après en avoir enlevé des parties qu'il juge trop difficiles à être vues, quand même veut faire passer un certain message. Donc avoir une espèce de hit, no hit ne peut pas fonctionner. Donc tout est contexte. Donc le fait de monter une expertise pour essayer de comprendre comment fonctionne la propagande, quelle en est la dialectique, dans quel contexte elle s'inscrit et comment elle se propage, permet de donner un message de qualité aux partenaires pour voir si eux veulent prendre à leur charge leur responsabilité, c'est-à-dire quel type de plateforme ils veulent offrir à leur clientèle. Le système s'inscrit également en coopération avec un système de narrative alternative où c'est intéressant d'être en regard de la propagande, mais ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir une capacité pour la société civile de produire d'autres types de contenus, d'autres types de messages. Pas que des messages en disant contre, je suis contre, etc. Aussi des messages qui sont des messages de la communauté qui peut être touchée ou cible de ce genre de propagande, mais que cette communauté-là ait la capacité de produire ses propres messages. Donc il y a une plateforme qui existe au niveau européen qui s'appelle donc le Forum Internet européen, qui est en coopération entre la Commission européenne, donc Europol, et également les ministres de l'Intérieur de l'Union et les grandes plateformes de l'Internet pour aider des réseaux au plus près des utilisateurs, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les quartiers, que ce soit dans les prisons, pour faire en sorte que ceux qui veulent avoir une parole et ceux qui pour l'instant ne peuvent pas être entendus aient les moyens de pouvoir l'être. Et des gens qui ont une vraie légitimité et une vraie connaissance de ce qui est la radicalisation au niveau de la rue. Donc voilà pour vous situer un peu ce que Europol fait, et je suis évidemment disponible pour toute question. Merci. Thank you. I think all our three speakers have raised some really very, very interesting issues, and I'll invite you as an audience to participate in a moment. But there's one thread which seems to me to be interesting, and I'd like to ask each of our speakers to talk a little bit about it from their perspective. We heard in the earlier plenary session the need for cooperation, and that this is not a problem of a single agency, but it's a problem of society. One of the challenges, it seems to me, in thinking about social media is that all the social media platforms are commercial operations, and therefore they're set up in some way to make money for the owners. Now, how does that, how do you feel your concerns relate to that? Good question, but so what? Roads, some transportation system are also private, airplanes are private. I mean, life is also commercial operations, and the whole life we are in uses commercial services and infrastructures, and I think the network, the social media, are part of those. It's a so-called cyber part of the world, but it's same issues as the physical part. I think the question behind the question may be, if I understand it, because I heard this question several times, are the authorities in charge of law enforcement able to force or command or to order social network operator
to stop helping broadcast a rumor or to broadcast their own message and so on? I'm sure the answer is yes. Stéphane Duguin gave the example of the responsibility, the liability, the ethical liability of the infrastructure operators that are, if they are facing their responsibility in being part of the system used by the bad guys, they have to face their responsibility and do what they can to prevent bad information to be broadcast. On the other hand, if the law enforcement authorities want to use the social media to broadcast the right information, right with the comma, of course, they can use it, and nobody will oppose that from the private operators. That would be my answer. Oui, de nouveau, j'ai placé mon discours dans l'optique de la propagande, de la diffusion de la propagande sur Internet, non pas de la communication entre cellules terroristes utilisant des moyens de l'Internet. Donc pour la propagande, le fait que certaines plateformes soient sur un modèle mercantile et d'autres pas du tout, pour nous, ça n'a pas vraiment de différence dans le sens où nous suivons la propagande où elle se trouve. Et pour quelqu'un qui veut véhiculer un message de terreur, il va essayer de placer son message là où le message a le plus de chances d'être vu. Et c'est là où on se trouve. Lorsqu'on se retrouve à discuter avec des plateformes qui ont vraiment une structure très, très mercantile et d'autres pas du tout, le discours est le même. D'abord, on leur donne une information parce que, étrangement, toutes les plateformes ne sont pas forcément au courant de l'échelle à laquelle leur réseau est utilisé par les terroristes. Les plateformes en tête qui ont découvert que les terroristes avaient créé des comptes bien identifiés chez eux, avec des jolis petits logos, des jolis petits drapeaux, que c'était très bien organisé, ils n'en avaient strictement aucune connaissance. Donc c'est une première information qui est à leur donner. Et ensuite, avoir cette discussion avec eux, c'est vraiment une discussion. Il y a pas du tout de... On n'est pas dans un processus d'ordre ou de commandement. On est vraiment dans une discussion qui est en fait assez simple parce que tous ces propriétaires de plateformes ne font pas ce travail-là pour avoir ce type de contenu chez eux, du tout. Ils ont une clientèle pour dans ces mercantiles. Ils veulent que leur clientèle ait un service qui soit de la qualité la plus sécurisée possible. Et en aucun cas, ils sont intéressés pour avoir ce genre de contenu sur la plateforme. Et même les plateformes qui ne sont pas du tout à version mercantile sont souvent des plateformes avec une haute approche morale de ce qu'ils veulent faire. Et en aucun cas, ils sont intéressés pour avoir ce genre de contenu. Donc, il n'y a aucun problème. Ça ne pose aucun souci dans la discussion, clairement. Now, I'm going to invite you, the audience, now to make comments, and I think I probably have to carry this to you, so bear with me while I fall off the stage. Thank you very much for the opportunity to ask the question and follow up. Jack Radich from the OECD. The question, Professor, you asked is a very important one, and it's perhaps not been responded to from the interesting angle. Our colleague from Europol is very, I think, succinctly scoped his answer, and I think that's where the interesting issues lie, is really in the communication between the terrorist cells. And you asked about what does it mean to have these as private company platforms for profit, well, the issue is clearly about the access to the information by law enforcement. As we've seen in Brazil with the arrest of the CEO of WhatsApp and the difficulty the FBI has had with access to information on an iPhone after the attacks in San Bernardino, California. So the question is really there. As a society, public policy issue, what are we willing to accept in terms of access to information that's passed along the social media in order to reinforce the capacities of law enforcement? Would you like to respond? Donc pour compléter la réponse, si on est sur le volet de la communication que ce soit entre criminels ou groupes terroristes, je dirais que le débat n'est plus vraiment là. Le fait que le citoyen lambda et donc le criminel lambda puisse profiter d'une certaine anonymité, d'une certaine encryption dans les plateformes est quelque chose qui est déjà en marche, qui va durer et qui est parti pour continuer. C'est exactement le même système avec la propagande. Si vous avez une bonne coopération avec une plateforme A, qu'est-ce qui va se passer? La propagande va bouger vers la plateforme B.
et vous n'avez jamais une idée de quelle va être la C, la D, etc. La capacité pour n'importe qui de créer aujourd'hui un système sécurisé de communication entre deux parties est comme jamais. Donc on ne peut pas espérer avoir une capacité pour la police d'avoir des accords privilégiés avec toutes les plateformes du monde qui offriraient des moyens de communication basés sur l'Internet. Ça n'est pas possible. Donc l'idée, c'est, comprenant ce qui se passe et acceptant ce qu'il en est, comment faire évoluer les techniques d'enquête, comment faire évoluer les techniques d'approche des dossiers, comment faire évoluer les techniques forensiques pour pallier à cette limite. Le côté mercantile de la plateforme, on pourrait se poser une question sur une plateforme qui a une base très mercantile au sujet de sa responsabilité. Mais vous êtes dépendant de la plateforme utilisée. Si demain, le groupe terroriste abandonne cette plateforme mercantile pour aller sur un système complètement gratuit et complètement encrypté de communication, vous avez le même débat, mais sous un angle différent. Et au final, vous avez le même problème. Donc, je dirais que s'arc-bouter aujourd'hui dans un désir d'avoir un retour en arrière par rapport à l'anonymisation et l'encryption, c'est un débat vers lequel je n'irai pas parce que je n'en vois pas l'issue. Techniquement, c'est tellement facile pour n'importe qui de créer ce genre de plateforme de chance de service que je n'en vois pas l'issue pratique. L'issue pratique que je vois pour les collègues à qui je donne du soutien pour leurs affaires opérationnelles, c'est comment, sachant ça, utiliser les pouvoirs que nous avons pour pouvoir quand même aller au fond des dossiers et identifier des criminels. Et des méthodes existent, clairement. Il suffit d'avoir cela en tête lorsque l'on aborde ce dossier. Je ne dis pas que ça rend la vie beaucoup plus facile, clairement pas, mais voilà la situation que l'on rencontre. J'espère que ça répond à votre question. Yeah, Campbell Fraser from Griffith University. Perhaps the panel could comment on social media, looking at it from the other direction from victim support. I find in a lot of the trafficking research that I do that I can get victims' views and their feelings in real time. They can report a trafficking incident in their own language, and I can use language translation software to find out in real time where the trafficking is going on, whereas previously it would be more based on historical data when things have moved on. So I'm wondering what the panel's view, looking at it and actually offering support to victims of all sorts of crimes, rather sort of inward rather than outward, as we've been talking about. Yeah. I can try to answer your question, Campbell, partly at least. I mentioned previously the example of emergency calls, which in Europe is the 112 and any other number in Australia, I don't remember which. I mean, victims of trafficking or any type of aggression and so on, whether it's a short-term aggression or a long-term, like any child abuse or things like that, or violence against women and so on, are now more and more taken into account by these types of platforms which are put in place by authorities to receive outgoing calls and signaling from victims. And that's precisely the interest of the smartphone application, is to allow to structure this type of information by type so that it's directed to the right people. If it's on the social networks, it also works, but then the authority has to set up a very complex filtering system based on vocabulary, semantics, and so on, to be able to detect and then direct to the right service the problem which is reported. Now, with the smartphones, you can have very simple icons or specific fact regarding victims that can direct information to the right service so that it's processed much quicker and with much better efficiency. Does this answer your question? Correct. Je me permets de rajouter juste quelques petites choses. Suite aux attentats qui ont eu lieu en France, on a fait un retour d'expérience parce que typiquement notre plateforme d'appel d'urgence ne prend que les appels phoniques.
sauf pour les sourds et malentendants où une plateforme dédiée a été mise en place. Et clairement, le manque de prise en compte des informations qui circulaient sur les médias sociaux au moment des attentats a été marquant puisqu'on a été absent ou moins réactif puisqu'on n'était pas dessus. Donc avec la mairie de Paris, on a organisé un hackathon à la mi-janvier et on a essayé de travailler sur le filtrage nécessaire des appels phoniques pour désaturer les plateformes de secours, et de prendre en compte les informations qui étaient diffusées par les citoyens par le biais des réseaux sociaux, et donc mettre en place des outils d'extraction sémantique pour pouvoir faire ressortir l'information et la faire remonter très, très rapidement. Mais c'est en cours, parce que c'est vrai que c'est une réflexion qui a vraiment est sortie de manière prégnante au moment des attentats. Malheureusement, il a fallu attendre cette crise pour se rendre compte qu'il nous manquait un moyen d'utiliser ces médias pour la population. I think that's an important question, and it's important in another sense as well, not just for the answers we received. It does seem to me that one of the weaknesses in our responding to terrorism is that we've lost sight of the victim. Very often, our response to terrorism is about the management of the problem, and the law enforcement management or security management or whatever. It's about catching the people. And in doing that, I think, until relatively recently, we've tended to lose sight of the victim and the needs of the victim, and the need to have the victim's voice represented strongly in the story about terrorism. Now, I think that's changing, and there's some work being done on that. Some of my ex-colleagues are heavily involved in that kind of work. But I think that is an issue, and I suspect that will become a growing area of concern as well, because one of the, referring back to the child protection issues, as I said earlier, the driver for change was the voice of victims as much as it was anything else. So I think that's very often a bit that's missing from our equation that needs to be much more strongly emphasized. Now, may I invite anyone else? Are there any other speakers? Could I? At the back there, could you? Je suis Romain Mialcarec, je suis journaliste. J'ai deux petites questions. Une première pour le commandant Meslier. Est-ce que vous faites une évaluation du niveau de confiance qu'il y a dans les réseaux sociaux de la police et dans la capacité que vous avez dans une situation de crise à capter l'audience? Je pense à un exemple très concret. Pendant les attaques de novembre, on se rend compte que dans la masse de messages qui sont partagés, finalement, c'est assez difficile de voir passer ceux de la police. Et j'ai une deuxième question pour Monsieur Duguin sur un type particulier de message de propagande qui a été diffusé en Belgique. Il me semble que c'était la première fois, avec des messages de déception diffusés par des militants de l'État islamique qui ont tenté de faire croire à des attaques dans d'autres lieux, notamment sur des hôpitaux, pour faire en sorte que la population réagisse mal. Est-ce que les partenaires que sont les réseaux sociaux sont suffisamment réactifs pour être capables de très rapidement faire disparaître, désamorcer ce type de message? Merci. Alors paradoxalement, pour répondre à votre première question, je vais rebondir sur la seconde. Pour la détection des rumeurs, déjà, il faut arriver à déterminer que c'est une rumeur, parce que les fausses rumeurs ou les fausses informations, elles ont existé également, alors autant pour le déraillement du train à Brétigny que pour les attentats qui ont eu lieu également en France. Et pour en revenir aux attentats du 13 novembre plus particulièrement, il y a des messages sur les médias sociaux qui ont été diffusés à une très large audience, faisant état d'une fusillade au Châtelet. Donc avant de déceler que c'est une rumeur, il fallait envoyer des équipages sur place, s'assurer qu'il n'y avait pas de fait. Mais effectivement, se pose le problème, et c'est toute la stratégie en particulier, je vais parler pour mon administration, qui est la préfecture de police, d'intégrer les médias sociaux, d'être présent, de se faire reconnaître en créant un réseau de contacts et en communiquant régulièrement. Effectivement, peut-être qu'on ne communiquait pas assez, et on ne communiquait qu'en cas de crise, ce qui fait qu'on n'était pas un média forcément recherché par les citoyens.
Et là, il y a tout un travail à faire. On le reconnaît de manière assez facile. De même, il est nécessaire de raccourcir la chaîne de décision pour la transmission de l'information. Je reviens toujours au 13 novembre, puisqu'on a fait un très gros travail de retour d'expérience. Le temps que le message qu'on pouvait envoyer sur les comptes de la préfecture de police, je ne parlerai pas de ceux du ministère de l'Intérieur, était assez long, puisqu'il fallait qu'on fasse valider le message que l'on voulait faire passer par toute une chaîne hiérarchique. Donc là, c'est clairement intégrer un community manager au sein de la préfecture de police, lui donner un mandat qui n'est pas un mandat blanc, mais lui faire un petit peu une doctrine d'emploi, même si ce terme est un petit peu psychorigide, et raccourcir la chaîne décisionnelle pour l'envoi de messages, quitte à créer auparavant des messages préformatés à envoyer en cas de crise. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, j'ajouterais que la crédibilité de la source est très importante dans ce que vous citez comme exemple. Il y en a eu aussi à Paris, hein, pas qu'à Bruxelles. Si vous avez une source qui est capable d'être suffisamment crédible comme une source officielle, qui a été reconnue et crédible et qui va commenter l'événement en disant non, c'est pas vrai, non, c'est pas possible dans un temps qui est suffisamment court avec la rumeur n'existe plus. La rumeur se nourrit de l'absence de crédibilité. Maintenant, le rôle que peuvent avoir les plateformes là-dedans, c'est très compliqué, parce que c'est la communauté qui véhicule la rumeur. Et il est d'abord la capacité pour la plateforme de le détecter, et ensuite quelle action faire lorsque ce n'est pas une volonté. Vous pouvez avoir partie de la rumeur qui est une volonté organisée d'un criminel ou d'un terroriste de passer une mauvaise information. Après, le fait que ce soit repris, que ça devienne viral, ça devient très difficile pour une plateforme de contrecarrer cela. Donc j'imagine que avoir une source au milieu de ces rumeurs qui soit une source crédible, donner une bonne information, peut être une bonne approche, effectivement. I would like to add something. We have mentioned the victims, the viewpoint of the victims, and the need to inform and deal with the victims. We have mentioned, as example, the terrorist attacks as a panic generator. I think we also have to consider the non-victims and other types of disasters, such as I mentioned, natural or industrial disasters, because in all cases, whether it's regarding terrorist attacks, the goal of the bad guys is to create a mistrust and disorder in the whole countries to completely kill the system, starting with the governing authorities. And it's the same for natural or industrial disasters. The problem is political. It's not only to deal with the victim, which is of course important, but it's also the fact that if the social media are misused by the authorities for law enforcement and others and for safeguarding populations, the political authorities are considered by the public as non-deserving to be elected next time. So that it's very important for the authorities to use the social media to protect people and make them feel that they are being safeguarded and protected by authorities and by the government and local authorities. Otherwise, whichever the type of crisis, the social media will be misused and be a very big burden for politically for the authorities. This is why the authorities are now investing in systems that they can better control for the victims and for the non-victims to avoid the very massive dissatisfaction of the public, which is also an elector. Oui, le but des autorités maintenant dans le cadre de la gestion des crises, c'est de faire que les gens, les citoyens, victimes ou non victimes, se retournent vers des comptes officiels au moment des crises pour avoir l'information la plus exacte possible et la plus transparente possible. Or, en dehors de l'absence de certains médias sociaux, on s'est aussi rendu compte que les gens préféraient se retourner vers des comptes Twitter qu'ils ne connaissaient pas ou de l'information diffusée qu'ils considéraient plus fiable que l'information qui pouvait être diffusée sur des médias officiels.
bon, je vous passe la théorie du complot, mais en dehors de ça, c'est aussi qu'ils ne connaissent pas forcément les comptes officiels. Donc tout le travail des autorités, ça va être de faire connaître les médias officiels, les comptes officiels Facebook ou Twitter ou autres, et de communiquer régulièrement de façon à ce que le moment venu, malheureusement, il y aura des moments où ce sera nécessaire, les citoyens se retournent quasiment naturellement vers ces comptes. We have time for one last quick question. Okay. Actually, I have a request to the audience, which is relevant to especially what the latest line of questioning. As I mentioned this morning, I work on human trafficking for the Organization for Security and Cooperation in Europe. And we are doing a preliminary analysis of the possible linkages between the recruitment of foreign terrorist fighters and human trafficking. And we started off with research in Central Asia, and some of this is also related to social media, remittances. It's always these different interlinked phenomena. And also, we now found out about a Somali community in the US. And anyway, we're just on the very beginning of this. But if anyone knows anything about these, whether from the criminal or victim side, because sometimes it's children who are recruited into this, who you can also see as victims. My name is Ruth, and I work at the OSCE on human trafficking, and we're very interested if anyone is looking at all into that. Thank you. Thank you. I was about to say thank you to our sponsor, but unfortunately I don't think you have sponsored it, but thank you for your intervention. I'm going to draw it to a close now because we really don't have time for any more substantive questions. The conversation has brought something to mind for me. One of the virtues of being very old, it has many disadvantages, but one of the advantages of being very old is that I've been around a long time. And the conversation here reminds me of what used to happen in Northern Ireland. In the worst of the troubles there, the RUC were often blind because they didn't know what was happening, because you sat in a headquarters and you can't see what's going on. So they used then, well, there was no social media to monitor what was happening, so what they used to use was the journalists, the stringers, who will be out in the community, who will be phoning in to their newspapers, there was an event going on, there was something or other. It's an embryonic form of social media, isn't it? Well, I think it's interesting that the police there learned the hard way that they had to use the community to tell them what was going on. And that was hard fought, hard earned, but worth it. And we've now developed beyond there, but it's the same kind of ideas, isn't it? Anyway, thank you. I'd like on your behalf to thank our panel for, I think, a very interesting and stimulating discussion.